Mes chers téléspectateurs, bonjour dans votre chaîne culturelle Intel 2.0. Notre invité aujourd'hui sera Philippe Mériou, qui est un écrivain, chercheur français, professeur honoraire en sciences de l'éducation à l'Université Lumière 2. Ce militant engagé pour l'école a publié plusieurs ouvrages, dont le plus récent, c'est celui qui sera objet de notre lecture aujourd'hui. Elle est intitulée Ce que l'école peut encore pour la démocratie. Deux ou trois choses que je sais peut-être de l'éducation et de la pédagogie. Édition Autrement, Paris 2020. Introduction. Je crains que nous n'ayons pas suffisamment perçu à quel point les bouleversements que nous vivons aujourd'hui remettent radicalement en question nos pratiques éducatives. Premier titre, à l'école du confinement. Qu'un improbable virus fonde sur la planète, y propage l'inquiétude puis la terreur, et voilà que le vœu du poète semble tout à coup se réaliser, révélant brutalement qu'il n'était même pas un vœu pieux. Le temps suspend s'envole. Les uns après les autres, les politiques de tous les pays décrètent l'état d'urgence. Les institutions se figent. Les médias répètent en boucle, mécaniquement les mêmes recommandations. Chacun se calfeutre et toutes nos occupations sociales semblent disparaître progressivement de la surface de la terre, jusqu'à faire douter qu'elle soit encore habitée. Villes désertes, magasins fermés, écoles arrêtées, déplacements interrompus, réunions interdites, rencontres paralysées, projets bloqués Sinaï. Bien sûr, la réalité est un peu différente. Une multitude de travailleurs presque invisibles assurent l'intendance en sous-main. Il faut soigner les malades, ravitailler la population, fabriquer les objets nécessaires à la survie collective, déblayer les ordures et approvisionner les stations-service. Ceux ou celles qui ne sont pas astreints à ces tâches exposées sont confinés devant leur ordinateur. On virtualise les échanges pour désarmer un virus qui, contrairement aux prévisions les plus sombres de la science-fiction, n'a pas encore appris à circuler à travers les serveurs informatiques. Et en un peu partout, on exalte la solidarité retrouvée. Se protéger soi-même, c'est protéger les autres. Protéger les autres, c'est sauver le monde. Les appels aux dons se multiplient. L'organisation de l'entraide impressionne les plus cyniques. Le bien commun, hier c'était évanescent, devient, sous nos yeux, une réalité tangible que chacun peut appréhender et auquel il sait concrètement comment contribuer. Le salut sera collectif ou il ne sera pas. En matière scolaire, la crise a vu les enseignants se mobiliser de manière exemplaire pour assurer la continuité pédagogique. Sur le pont, dès le premier jour, ils ont fait preuve d'une créativité exceptionnelle, échangeant leurs ressources et leurs propositions, attentifs à garder le contact avec tous leurs élèves, attachés à garantir le maintien du service public en dépit des situations difficiles qu'ils avaient eux-mêmes à vivre. Peut-être même ont-ils péché, au moins au début, par excès de zèle, au risque de mettre certains élèves sous pression, d'en faire décrocher d'autres et de susciter des tensions familiales, voire des conflits de légitimité entre les injonctions de l'école et celles des parents. Mais très vite, ils ont découvert que la situation était un terrible révélateur des injustices scolaires. L'enseignement à distance, comme les traditionnels devoirs à la maison, renvoie à des conditions sociales tellement hétérogènes que toute égalité des chances vole en éclats. On peut bien multiplier les exercices, les assortir de quelques conseils personnalisés et proposer des remises à niveau systématique.
Les élèves, avec leurs histoires singulières faites de rencontres aléatoires, tributaires de leur environnement matériel, linguistique, psychologique et culturel, sont confrontés plus que jamais à leur rapport singulier au savoir. Ceux qui ont déjà entrevu les satisfactions du comprendre et trouvé du plaisir dans le partage de la culture se mobilisent volontiers sur le travail qui leur est proposé, malgré toutes les difficultés techniques qu'ils peuvent rencontrer, tandis que ceux pour lesquels les apprentissages intellectuels n'ont été que d'inquiétants obstacles à franchir dans un parcours du combattant à l'issue pour le moins incertain saisissent l'occasion pour échapper à de nouvelles épreuves. Le volontarisme technocratique trouve ici sa limite et remet au centre du jeu la question essentielle de la démocratisation de l'éducation. Se contenter d'offrir des connaissances ou en construire la demande. Se contenter d'offrir des connaissances ou en construire la demande. Accumuler des consignes programmatiques ou faire découvrir le plaisir d'apprendre en partageant les savoirs au sein de collectifs solidaires, ce sont des questions. Que restera-t-il sur le long terme des questions nées d'une crise sanitaire sans précédent? La découverte que notre vulnérabilité, trop longtemps oubliée, nous impose une lutte pied à pied, trop longtemps retardée, pour une véritable responsabilité collective, que notre indépendance, que notre interdépendance est telle que la solidarité entre individus comme entre nations est désormais un impératif catégorique, que nous ne pouvons plus continuer à piler le monde en toute irresponsabilité et sans nous soucier des conséquences. Qu'il nous faut rebâtir des services publics capables de lutter réellement contre les inégalités insupportables. Qu'une école authentique n'est pas une juxtaposition d'élèves et qu'il en fournit des travaux individuels, mais un espace symbolique où l'on accède à des savoirs communs et où l'on fait l'apprentissage de la coopération. Ou bien au contraire, allons-nous laisser l'histoire reprendre son cours normal? Les profits financiers régentaient le monde, les rivalités s'exacerbaient. Nos institutions fonctionnaient au bénéfice des seuls initiés. La course au privilège demeurait le moteur essentiel des petits malfrats comme des premiers de cordée, qui cherchent avant tout à l'école comme ailleurs à tirer leur épingle du jeu. Rien n'est joué. Au plus fort des turbulences et malgré tous les appels à la responsabilité collective, les réseaux sociaux ont fourmillé de fake news, de théories du complot et d'escroqueries commerciales, quand il aurait fallu fabriquer du commun en découvrant que nous partageons la même planète, le même corps, la même solitude, le même virus, la même envie de vivre, le même risque de mourir. On refluait, ici ou là, les égouts des replis sur soi identitaires et des égoïsmes mortifères. Pas de quoi désespérer sans doute, nous en avons vu d'autres, mais pas de quoi pavoiser non plus. L'avenir reste plus que jamais incertain, et même si le pire n'est pas toujours sûr, notre effondrement prochain reste un pronostic plausible. Apocalypse Now. Peut-être pas pour aujourd'hui, mais pourquoi pas pour bientôt. Le titre suivant, chacun pour soi et sauf qui peut. La prophétie d'ailleurs ne date pas d'aujourd'hui. Nos autres civilisations savons maintenant que nous sommes mortels, écrivait Paul Valéry au soir de la Grande Guerre, et peu après que la boucherie de Verdun a désespéré, les hommes de bonne volonté, nos sociétés occidentales Nos sociétés occidentales ont vu naître la barbarie nazie et découvert la monstrueuse radicalité de la Shoah. C'est l'euphorie des 30 Glorieuses a pu, un temps, nous laisser croire que nous nous étions débarrassés de la bête immonde. Nous savons aujourd'hui qu'il n'en est rien. Nous avons
Nous avons vu émerger du Phnom Penh au Rwanda, du Srebrenica au Darfour, du cœur du Moyen-Orient aux confins de la Chine, de multiples métastases de la haine, face auxquelles nous sommes restés impuissants. Ainsi, malgré les appels à la paix et à la fraternité de quelques grandes figures internationales, nous ne sommes pas parvenus à construire un récit politique crédible et mobilisateur pour notre futur commun. Nous nous sommes contentés de dégayer de pathétiques injonctions à un vivre ensemble, souvent réduit à une bienveillance un peu niaise, quand ce n'est pas à l'indifférence réciproque. Élément essentiel si l'on est pour comprendre le défi auquel nous sommes confrontés et l'importance de l'éducation pour le relever. Notre civilisation occidentale semble s'être définitivement débarrassée de toute exatologie, de toute eschatologie, les fins dernières, l'espérance du paradis et la crainte de l'enfer, qui contenaient les comportements individuels dans les limites collectivement acceptables, bien plus efficacement que la philosophie morale et à coût beaucoup moins élevé pour la société que la peur du gendarme, ont disparu de l'horizon. Ils ont été emportés dans le grand mouvement de recul des pratiques religieuses traditionnelles initié dans les années 1960 et qui constitue probablement une mutation civilisationnelle décisive, dont nous n'avons pas encore vu toute l'importance ni mesuré toutes les conséquences. Car quand le jugement dernier ne statue plus sur notre salut et que l'histoire ne fixe plus le cap de nos engagements, il ne reste plus guère que des individus livrés à eux-mêmes, pataugeant dans un présent indépassable, tentant de trouver au jour le jour quelque satisfaction dans leur existence. Le sauf qui peut est général, et pas seulement en période de crise. La lame de fond de l'individualisme, bien antérieure à la crise sanitaire que nous avons traversée, a bouleversé nos comportements en profondeur jusqu'à la caricature. Les industries du bien-être et les gourous du développement personnel ont colonisé les médias, envahi les librairies et dominent désormais la toile. Les riches, jadis astreints à cacher ou expier leur fortune, accroissent leur capital à coups de spéculation boursière et jouissent sans vergogne de leurs privilèges. Les autres tentent de tirer leur épingle du jeu, tant bien que mal et en d'infinies variations. Version cool. Aromathérapie, méditation de pleine conscience et psychologie positive. Version hard. Petit trafic, radio nocturne et règlement de compte. Version high-tech, start-up, management et monnaie virtuelle. Version chic, philosophie antique, festival de musique et petite auberge de campagne. Et version tout venant, plus banalement pour tous ceux et toutes celles qui tentent de mettre de côté, dans un quotidien éprouvant, un peu de menu monnaie pour pouvoir, quand ils le pourront, profiter de la vie. Difficile dans ces conditions de faire société. Il y a bien ici et là du commun qui émerge, mais c'est le commun du même, qui se rassemble, qui se rassemble, s'assemble. Sous le signe de l'entre-soi sociologique, professionnel, idéologique ou religieux, la société se fragmente en une multitude de clans qui se soupçonnent les uns les autres de vouloir prendre trop de place ou toute la place. Les rencontres improbables se font rares. Chacun reste à sa place, éternel destinataire sur son smartphone des mêmes notifications qui lui enjoignent de reproduire à l'infini les mêmes choix, de fréquenter les mêmes lieux, de s'adonner aux mêmes activités avec les mêmes personnes. Vous avez aimé, vous aimerez. Telle est la nouvelle assignation à résidence dans notre univers connecté. Les industries du numérique sont parvenues à nous faire prendre la surenchère de nos caprices pour l'expression de notre liberté.
Nous voilà donc enfermés à la fois dans notre corps primaire et dans notre groupe social. Confondant l'agitation et le mouvement, croyons-nous émancipés quand nous ne faisons que nous enfermer? Croyons-nous émancipés quand nous ne faisons que nous enfermer? Chaque jour un peu plus, dans les stéréotypes que la publicité impose à ses cœurs de cible. Ainsi, alors que nos grands-parents n'avaient guère le choix contre la soumission aux injonctions familiales et sociales et la rupture radicale avec elles, nous sommes aujourd'hui poussés à prendre, au quotidien, une infinité de décisions minuscules qui nous grisent dans l'instant, mais ne nous engageons guère sur la durée. Stimulés par nos prophètes technologiques, stimulés par nos prothèses technologiques, nous sommes en permanence dans le passage à l'acte. Il faut décider, agir, se montrer, libérer et ne plus être entravé dans nos décisions par des considérations morales et sociales d'un autre temps. C'est l'ère du choix permanent et évidemment toujours révisable, car si nous exigeons volontiers des autres des contrats à durée indéterminée pour garantir notre sécurité, nous nous comportons souvent nous-mêmes en intermittents, capricieux, qui peuvent décider, du jour au lendemain, de changer leur fusil d'épaule, de céder au moindre désir et de s'en faire une gloire. Nous étions jadis condamnés à être fidèles, y compris à ceux que nous n'avions pas choisis. Voilà que nous faisons maintenant de nos histoires des juxtapositions de choix éphémères, au risque de nous perdre nous-mêmes dans un monde réduit au mouvement brownien d'individualité qui s'ignore. Nos enfants à notre image ont basculé d'un monde où l'obéissance était la règle de la rébellion, l'exception vers un monde où le libre choix est la règle de l'obéissance, l'exception. Jadis, jusqu'à leur majorité, et même au-delà, ils acceptaient de se soumettre aux contraintes des institutions et choisissaient délibérément où, quand et comment désobéir. Aujourd'hui, ils renâclent systématiquement à se soumettre et choisissent, en revanche, délibérément où, quand et comment obéir, par question de s'incliner docilement devant les injonctions des parents ou des professeurs, et ils n'ont pas choisi leur famille ni décidé eux-mêmes d'aller à l'école. La suspicion et la méfiance sont donc ici de droit. En revanche, s'ils choisissent de faire du football, l'autorité de l'entraîneur ne sera pas contestée, pas plus que celle de l'animateur du club de théâtre auquel ils auront volontairement adhéré ou du cahier de la bande à laquelle ils auront décidé d'appartenir. On voit les difficultés que cela entraîne pour les éducateurs, là où l'appartenance au collectif et l'obéissance à ces règles allaient de soi. Il faut maintenant susciter l'adhésion, avec le risque de basculer dans la démagogie ou, à l'inverse, de s'épuiser dans un autoritarisme aux effets improbables. Aventure d'autant plus éprouvante que notre société exige toujours plus de résultats et que, à l'école comme ailleurs, on ne parvient toujours pas à associer le respect des choix des individus avec l'obligation qui leur est faite de se conformer à des normes. Crise de civilisation ou chance pour la démocratie. On pourrait être tenté face à ces constats de regretter le passé et nourrir quelque nostalgie à l'égard des sociétés de jadis, où les autorités instituées pouvaient pantoufler sans être inquiétés. Certains se complaisent d'ailleurs dans cette posture. Imaginons qu'un retour vers nos origines ne rendrait notre identité culturelle, religieuse, voire ethnique, et légitimerait ainsi l'obéissance aux prescriptions sociales. Mais
Cette conception de l'identité est insupportable. Il choisit dans notre, il choisit dans notre histoire une époque, un événement ou un personnage qu'il privilégie et auquel il donne arbitrairement un rôle métaphysique fondateur, au détriment de pannes entières qui sont, eux, négligées ou passées sous silence. Il est en réalité profondément désespérante. Autant il est important, en effet, de se savoir héritier, autant il est triste de croire que ce statut nous astreint à la duplication. D'ailleurs, impossible d'un passé mythifié, la crispation du legs est mortifère. Il fabrique de l'amour aujourd'hui avec de la vie d'hier et nous condamne à des conflits sans fin entre les prétendants à l'héritage. Elle attise les passions tristes des propriétaires et trahit un passé qu'elle fige quand il faudrait, au contraire, y puiser de quoi se renouveler. On ne fait bonheur, on ne fait honneur à un héritage qu'en l'incorporant à un présent dans un projet pour le futur. Tout le reste en la matière est dispute entière. Il faut donc assumer notre histoire jusqu'au déclin des grandes institutions totalisantes et à la montée de l'individualisme social qui en constitue sans doute les éléments les plus marquants. Nos églises traditionnelles ne font plus guère, c'est en effet. Il y a longtemps que la curé, l'instituteur, le maire et le juge de paix ne sont plus les notables incontestés dont la parole ne pouvait être mise en doute. La bourgeoisie catholique continue parfois d'aller à la messe, mais prend quand même la pilule. Et son mari, pourtant, bien sous tous, bien sous tout rapport, cherche à cacher une partie de ses revenus au fisc. Au moindre problème scolaire de leur enfant, beaucoup de parents s'interrogent sur la compétence du maître et se demandent même, parfois, s'ils ne pourraient pas le changer d'école. Les malades, les malades ne se rendent plus chez le médecin qu'en ayant déjà eux-mêmes établi l'ordonnance. Les malades ne se rendent plus chez le médecin qu'en ayant déjà eux-mêmes établi l'ordonnance sur Internet, et ils ne manquent pas de consulter le palmarès des hôpitaux avant toute opération chirurgicale. L'administré soupçonne systématiquement l'administration et le maltraiter et l'administration de le maltraiter et hésite de moins en moins l'attaquer devant une justice à laquelle, explique-t-il par ailleurs, il ne croit guère. Les citoyens ne savent plus si l'État incarne vraiment l'intérêt général. En revanche, ils sont tous absolument convaincus qu'il ne défend pas leurs intérêts particuliers. Ils oscillent ainsi entre libertarisme et autoritarisme, espérant alternativement tirer profit de l'anarchie ou voir un quelconque autocrate faire triompher leurs propres aspirations. On peut bien sûr considérer que ce sont là les signes d'une grave crise de notre démocratie, voire de la décadence dans notre civilisation. Mais est-ce sûr? Et si c'était plutôt le signe que nous n'avons fait qu'une partie du chemin pour accéder à la démocratie? Et si que nous vivons aujourd'hui n'était que l'expression derrière le masque grimaçant de la société marchande de la volonté légitime des individus d'échapper aux forces qui décidaient jadis à leur place de leur destin personnel, professionnel et social? Et s'il était possible de dégager les revendications individualistes de la gangue publicitaire et mercantile dans laquelle ils sont empêtrés aujourd'hui pour qu'elles puissent vivre comme des insurrections de la liberté contre toutes les formes d'emprise? Et si,
Après avoir abattu les traditions archaïques qui condamnaient chacune et chacun à se plier à une destinée à laquelle il ne pouvait échapper, nous pouvions enfin nous émanciper des marchands du temple qui ont assujetti nos révoltes à leurs intérêts financiers. Et si en faisant sauter les verticalités arbitraires que des minorités nous ont imposées pour exercer leur pouvoir ou leur cléricature, nous avions dégagé le terrain et rendu possible une alliance des humains pour construire ensemble le bien commun. Je veux le croire car, au plus fort de leur âge, je discerne les signes d'émergence du collectif démocratique qui s'efforce de dépasser la coagulation des intérêts individuels pour penser à un avenir en commun. Ils défendent les droits humains, mais aussi, et c'est le même combat, la nature et la planète. Ils militent contre toutes les formes d'exclusion et pour l'égale dignité de toutes et tous. Ils expriment leurs revendications de manière bruyante et en élaborant de savants projets de réforme. Elles construisent un peu partout sur le territoire des espaces de solidarité contre toutes les formes d'égoïsme et d'isolement. Ils prennent la forme d'associations, de coopératives ou s'improvisent sur des ronds-points. Ils sont là pour qui veut bien les voir. Ils ne réduisent pas le monde aux faits divers qui font la une des magazines. Et peut-être sont-ils les signes avant-coureurs d'une véritable démocratie pour demain? Je sais pourtant l'ampleur de la tâche à laquelle ces collectifs sont confrontés. Je sais la lourdeur du travail quotidien et la tentation du découragement. Je sais que les échecs successifs érodent les meilleures volontés et qu'il est difficile de préserver quand l'horizon semble bouché. Je sais aussi les tâtonnements et les errements, l'improvisation maladroite de dogmatisme comme remède à la fragilité, la violence même quand les conflits s'enquistent et qu'on en oublie le sens de l'engagement commun. Ce qui n'est pas facile de ramer à contre-courant quand tout l'environnement est hostile et qu'on ne se sent pas préparé. Quand on n'a connu dans sa vie jusque-là que des groupes fondés sur l'affection réciproque, l'identification à un chef ou à l'obéissance aux injonctions technocratiques. Quand on n'a jamais engagé avec quiconque un échange sans gagnant ni perdant, un échange porté par l'exigence collective de la précision, de la justesse et de la vérité, quand on n'a jamais expérimenté que pour penser par soi-même, on avait besoin d'une confrontation sereine avec les autres. Quand on n'a jamais été impliqué dans un projet où chacun et chacune était associé à son élaboration et à sa mise en œuvre. Quand on n'a jamais eu l'occasion de mesurer à quel point l'enquête, la recherche et l'investigation permettaient de s'enrichir et de progresser. Quand on n'a jamais vraiment éprouvé le plaisir de comprendre et de construire ensemble. Bref, quand on ignore tout ce que l'éducation précisément doit aider à découvrir. Le beau risque de l'éducation. Il y a encore quelques années, fidèle aux convictions de la bande de pédagogues qui, en 1921, avait fondé la Ligue internationale de l'éducation nouvelle. J'aurais sans doute écrit comme Freinet et Montessori, comme Neil Ferrier, De Crowley et tant d'autres. C'est par l'éducation que nous changerons le monde, construirons la démocratie, accéderons à la justice et iront vers la paix. Mais l'histoire
nous assigne aujourd'hui à plus de modestie. Et sans doute faut-il nous contenter de dire, comme Théodore et Adorno, que l'éducation peut encore un peu quelque chose. Pour la démocratie, la justice, la justice et la paix, prudente réserve. D'ailleurs, car le XXe siècle nous a montré à quel point la revendication de la toute-puissante éducative avait partie liée avec le totalitarisme. Totalitarisme, réserve essentielle. En fait, dès lors qu'on veut rompre avec l'ambition mortifère du docteur Frankenstein, assumer que l'éducation n'est pas une fabrication et qu'aucune technique éducative, si sophistiquée soit-elle, ne peut se passer de l'engagement de celui qui décide d'apprendre et de grandir, d'accéder à la culture et de coopérer avec autrui. Éduquer, c'est travailler avec des pierres vives, selon la belle expression de Rabelais. Autant dire que c'est une aventure, un risque pari, et il faut parier, comme disait Pascal. S'agissant déjà de notre salut, il faut parier sur l'éducation pour conjurer l'explosion des individualismes et la guerre des clans. Il faut parier sur l'éducation pour endiguer le banditisme boursier et la violence des gangs. Il faut parier sur l'éducation pour dévoiler à nos enfants l'imposture de tous les joueurs de flûte, commerciaux et religieux, qui veulent les mettre sous tutelle. Il faut parier sur l'éducation pour lutter contre les égoïsmes désinvoltes et combattre les fanatismes mortifères. Bref, il faut parier que l'éducation peut encore quelque chose pour nous aider à avancer vers la démocratie. Mais une démocratie parfaite, où des êtres de raison totalement désintéressés débattraient sereinement du bien commun et se soumettraient toujours de bonne grâce à la règle majoritaire, n'est guère compatible avec la finitude humaine. L'intérêt collectif, même minutieusement construit, n'abolit pas miraculeusement les intérêts individuels. C'est pourquoi, sans doute, en matière politique comme ailleurs, l'imperfection est notre lot et il n'y aura pas de bout de chemin. C'est pourquoi aussi la démocratie est inséparable de l'effort sans cesse renouvelé pour la mettre en œuvre. Elle a besoin d'institutions toujours plus attentives à la construction du bien commun, ainsi que d'une liberté d'information et d'expression qui permettent à tous les citoyens de penser par eux-mêmes. Et là, surtout, besoin d'un effort éducatif considérable et toujours à remettre en chantier. Car penser par soi-même est construire du commun. Se dégager de toutes les formes d'emprise pour s'associer librement avec les autres. Voilà deux impératifs dont l'articulation pose, de toute évidence, problème. C'est même probablement le problème le plus important de toute société qui se veut démocratique. Et c'est bien le problème de notre éducation. D'une part, il doit apprendre à chacune et chacun à surseoir et à ses pulsions primaires et à se forger un jugement par la fréquentation des œuvres de culture. D'autre part, il doit permettre de dépasser la juxtaposition des points de vue individuels dans une confrontation exigeante grâce à laquelle nous puissions prendre ensemble des décisions, sinon idéales, du moins raisonnables. Et c'est bien parce que cette articulation entre la construction du sujet et la construction du collectif n'est ni naturelle ni spontanée, qui nécessite que nous y consacrions tous nos efforts pour éduquer nos enfants. Politiquement, en affichant clairement cette priorité pour leurs écoles,
pour leur école pédagogiquement en s'interrogeant ensemble sur les situations éducatives qui aideront nos enfants, une fois adultes, à avancer sur ce chemin. Donc, pour la prochaine séance, on va la consacrer à la première partie. Ceci n'est pas un traité. Merci à vous.